Vous voyez ce réfrigérateur ? Chaque année aux États-Unis et en Europe, il consomme à lui seul plus d'électricité qu'un Africain moyen. Un Américain produit 14 tonnes de CO2 par an, contre 10 tonnes pour un Européen et moins d'1 tonne pour un Africain. L'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins notre planète. Pourtant, il en subit gravement les conséquences et on lui demande d'abandonner ses énergies fossiles et de s'engager sur la voie d'un développement propre qu'aucun autre continent n'a jamais atteint jusqu'ici. Je suis originaire du Gabon et par exemple au Gabon, nous on a le pétrole, on a en même temps les ressources forestières, on a en même temps les ressources marines. Donc on va pas juste uniquement privilégier les ressources solaires alors qu'on a toute cette panoplie d'énergie en fait à utiliser. En gros, pour sauver notre planète, les pauvres doivent rester pauvres afin que les riches puissent garder leur train de vie. Nous avons le droit au développement. Nous voulons aussi profiter et faire profiter à nos peuples des fruits du développement. Oui, mais notre planète alors, qui la sauvera ? Ce qui est certain, c'est que nous savons exactement que le modèle occidental n'est pas un modèle viable pour l'ensemble de l'humanité. Ils sont un peu prisonniers d'un système dans lequel ils ont investi. À ce stade, le souci de l'Afrique n'est pas de savoir si le pire est à venir, mais plutôt de penser dès maintenant à comment y survivre. Les chercheurs du laboratoire de données Our World in Data se sont amusés à calculer le total des émissions mondiales de CO2 émises depuis 1751 jusqu'à nos jours. Et ce qu'ils ont trouvé est juste stupéfiant. En moins de 3 siècles, le monde a émis plus d'1,5 trillion de tonnes de CO2. Attendez, je vous simplifie ça. Regardez ces rectangles. Leur taille correspond à la somme des émissions de CO2 par pays. Sans surprise, les États-Unis ont émis plus de CO2 que tout autre pays. Environ 400 milliards de tonnes depuis 1751. Ils sont responsables de 25% de ce que les chercheurs appellent les émissions historiques de l'humanité. C'est 2 fois plus que la Chine, deuxième pollueur du monde. Les pays de l'Union européenne sont également des pollueurs historiques à hauteur de 22%. Mais regardez la taille du rectangle de l'Afrique. Ça ne représente que 3% des émissions globales. C'est tellement faible que pour l'Afrique subsaharienne, seule l'Afrique du Sud et le Nigeria ont été classés. Et si on les extrait du groupe, l'Afrique subsaharienne n'a émis au total que 0,55% des émissions de CO2 cumulées depuis 1751. 0,55%. Ces chiffres prouvent une chose indéniable. Plus on est riche, plus on pollue. Mais au lieu de changer leur mode de vie et de réduire leurs émissions de CO2, les pays riches recommandent aux pays pauvres et en développement d'utiliser les énergies renouvelables. Pour le journaliste François Soudan, exiger des Africains qu'ils ralentissent leur développement pour freiner la dégradation de l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre serait profondément immoral. Et pour le climatologue Björn Lomborg, c'est tout simplement une grosse hypocrisie climatique. Le G7 est allé jusqu'à annoncer qu'il ne financerait plus le développement des combustibles fossiles à l'étranger. Pourtant, l'Europe et les États-Unis supplient les nations arabes d'accroître leur production de pétrole. L'Allemagne rouvre des centrales à charbon et l'Espagne et l'Italie dépensent beaucoup pour la production de gaz en Afrique. Les pays européens ont été si nombreux à demander au Botswana d'extraire plus de charbon que le pays va plus que doubler ses exportations. De plus, tous ces pays développés aujourd'hui sont devenus riches grâce à l'exploitation des combustibles fossiles qu'ils conseillent aux pays pauvres d'abandonner. Le mécanisme de développement propre, c'est une invention pour moi que je trouve un peu aberrante, si je peux dire ça comme ça. Ça n'existe pas. Soit on fait de la croissance, soit on fait pas de la croissance. Soit on veut se développer, soit on veut pas se développer. Et les pays africains sont des pays souverains. Ils ont le droit au développement qu'on doit pas leur nier. Déjà, il faut savoir que les pays africains n'ont pas tous les mêmes réalités, encore moins les mêmes ressources. Pour mieux comprendre, on va les ranger dans 4 cases différentes. Case 1, on va l'appeler la case des géants aux pieds fossiles, représentant par exemple le Nigeria et son pétrole, ou encore l'Afrique du Sud et son système énergétique basé essentiellement sur le charbon. Case 2, les pays continentaux, les sans débouchés maritimes, qui n'ont ni pétrole, ni gaz, ni charbon. Un pays comme le mien, par exemple le Mali, où la consommation d'électricité par tête est relativement limitée, c'est moins de 50% de la population. Case 3, les avant-gardistes, qui ont misé sur l'eau. Un pays comme l'Éthiopie, où l'essentiel de la production d'électricité de l'Éthiopie, c'est le renouvelable à cause de l'hydraulique. Et enfin, case 4, les nouveaux gazeux. Des pays comme le Sénégal, le Mozambique, la Tanzanie ou encore la Mauritanie qui viennent de découvrir le gaz naturel. Dans ces 4 cas, est-ce qu'on peut dire que dans chacun des cas, qu'il faut absolument que ces pays s'affranchissent des énergies fossiles et aillent directement aux renouvelables? Impossible. Imaginons même que les pays pauvres cessent d'utiliser les énergies fossiles. Qu'est-ce que cela changerait en vrai? On peut décarboner, avoir 0 émission aujourd'hui. Le continent africain, ça va pas du tout avoir un impact. C'est comme une goutte d'eau à la mer. En revanche, ce qui est important pour les pays africains, c'est de faire en sorte qu'ils évitent les émissions de gaz à effet de serre dans leur développement. Et c'est là
là tout l'enjeu pour les pays africains qui doivent trouver leur propre voie. Mais pour cela, il faut d'abord repenser le discours sur le climat, selon le vice-président du GIEC. La question du climat a été très mal posée dans le contexte africain parce que c'est fondamentalement un problème de développement. On doit, dans le contexte africain, avoir un narratif purement africain, c'est-à-dire voir le développement autrement. Yuba Sokona explique que les pays développés sont en quelque sorte pris au piège de leur propre système, qui non seulement a montré ses limites, mais s'avère destructeur pour notre planète. Coincés entre progrès et écologie, ils essaient désespérément de trouver une issue. Ce développement-là, leur développement, ne saurait être le modèle à suivre. Nous avons différentes possibilités pour construire un système énergétique, par exemple, qui soit affranchi de la contrainte des énergies fossiles. Nous avons la possibilité de construire différemment nos villes, d'orienter notre développement agricole. Nous avons la possibilité également de voir différemment la manière dont on engage l'industrialisation du continent. Pour y arriver, 3 pistes s'ouvrent à l'Afrique. La première des choses serait de se libérer du piège de l'aide au développement. Il s'agit de trouver des solutions. Il ne s'agit pas d'aller dire « aidez-nous s'il vous plaît, c'est vous qui avez causé ça, aidez-nous à résoudre ce problème ». C'est une forme d'aumône, c'est une forme de victimisation que moi, en tant que jeune Africain, je ne supporte plus. Ensuite, il faudrait arrêter avec les solutions court-termistes et penser le développement sur le long terme. Il faut sortir de la logique de projet parce qu'on n'a jamais fait un développement par projet. D'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans et de mettre en place les différentes perspectives pour cela. Et enfin, s'attaquer en profondeur à l'équation de l'énergie. Si on résout pas la question de l'énergie, tout le reste est à l'eau. Pour ce chercheur, l'énergie sera déterminante parce que notre souveraineté et notre sécurité alimentaire en dépendent. Nous avons 6% des terres agricoles qui sont irriguées en Afrique. 6%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'énergie. Le paradoxe, c'est que nos systèmes de développement agricole, c'est les petits systèmes, c'est les petits paysans. Or, ils ont besoin d'avoir en permanence de l'eau, et cette eau, ça ne peut venir que quand on a l'énergie. Mais quel type d'énergie? L'énergie propre ou les combustibles fossiles? La juriste Chancia Ivala préconise le mix énergétique. Le pétrole, gaz naturel, par exemple pour l'Algérie, le charbon pour l'Afrique du Sud, l'hydroélectricité pour 2 pays, l'éolien, le solaire. Toute cette diversité de ressources énergétiques nous permettent de se développer. Après, on pourrait petit à petit réduire en fait l'utilisation des énergies fossiles. C'est exactement ce que disait le vice-président nigérian en juin 2022. Aucun pays au monde n'a été capable de s'industrialiser en utilisant des énergies renouvelables. Et pourtant, on attend de l'Afrique qu'elle le fasse, alors que tout le monde sait que nous avons besoin d'industries fonctionnant au gaz pour faire des affaires. À ce sujet, les chiffres de Björn Lomborg sont édifiants. Les combustibles fossiles fournissent encore plus des 3/4 de l'énergie des pays riches, tandis que l'énergie solaire et éolienne en fournit moins de 3%. Les pays du Sud, notamment ceux d'Afrique, doivent en fait assurer leur développement économique, mais avec une transition écologique aussi en reconnaissant que maintenant, nous sommes arrivés à un moment où le réchauffement climatique est critique, qu'il faut de nouvelles méthodes, en fait, une transformation de la société et des économies. Ceci dit, les pays africains devront être crédibles dans leur choix, en créant réellement de la richesse. Car comme le remarque Stéphane Ballon, directeur adjoint de la rédaction de Jeune Afrique, en 60 ans, le Nigeria, premier producteur africain de brut, n'a pas réussi à industrialiser son économie, ni à atteindre un niveau de prospérité permettant d'améliorer la qualité de vie de sa population. Le même reproche peut être adressé à l'Algérie, au Gabon, au Congo ou encore à l'Angola. Par ailleurs, le monde est en train d'évoluer globalement vers l'électrification et la digitalisation de l'économie. Et selon le vice-président du GIEC, dans les 10 à 15 prochaines années, il y aura par exemple moins de voitures à moteur et plus de voitures électriques. Ceci va également avec la digitalisation. Or, la digitalisation, c'est l'électricité. Donc, l'électrification de l'économie. Et un pays qui va investir dans le gaz, en plein dans le gaz à l'heure actuelle, on est en train de prendre une voie totalement opposée à ce qui se dessine au plan international. Et si le monde bascule totalement dans l'électrification et puis la digitalisation, certains pays vont devoir faire face à ce qu'on appelle les actifs dévalués. C'est-à-dire on a investi dans quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Quoi qu'il en soit, si l'Afrique doit se mettre au vert, ça doit être non par obligation morale, mais pour saisir de nouvelles opportunités se chiffrant à plusieurs milliards de dollars. L'Afrique possède 40% du potentiel solaire mondial, la part d'ensoleillement la plus élevée du monde. L'Afrique a aussi la capacité d'être la superpuissance de l'hydrogène, une ressource énergétique décarbonée qui apporte des carburants propres. Selon lui, l'Afrique doit se montrer à la hauteur des enjeux qui lui sont favorables, exploiter massivement ses ressources énergétiques vertes, mais tout en résistant à la tentation de la facilité destructrice des combustibles fossiles.